Bonjour et bienvenue dans les 4V, Olivier Véran. Bonjour. On a donc encore passé une étape dans l'excès, dans l'outrance, dans la dérive de l'Assemblée hier soir avec un député LFI, Aurélien Saint-Houl, qui a traité le ministre du Travail, Olivier Dussopt, d'assassin, d'imposteur, l'accusant de félonie. Tout le monde est choqué, mais comment a-t-on pu en arriver là ? La montée de la violence sociale qui peut toucher des couches de la société et qui touche aussi certains de ses représentants. Je le déplore évidemment. Il y a plus de violence à l'Assemblée que dans la rue là aujourd'hui. Alors en tout cas, il y a des mots qui sont très forts. Et les mots ont un sens. Qu'il y ait une mobilisation parlementaire, que les gens ne soient pas d'accord, que ça puisse, je dirais, être animé comme ça l'a été au fil du temps, même pendant la Troisième ou la Quatrième République, est une chose. Commencer à utiliser des menaces, des mots forts comme ceux qui ont été prononcés hier, des injures, ou commencer à utiliser des symboles à l'extérieur de l'Assemblée, ça c'est excessif, ça n'a pas sa place au Parlement, et c'est aussi par là même l'image, l'exemple que les parlementaires doivent renvoyer à la population qui est bafouée. Ce député Aurélien Saint-Houl, il a présenté ses excuses à Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Faut-il les accepter, ces excuses, ou faut-il le sanctionner ? Ce n'est pas à moi d'en décider, c'est au bureau de l'Assemblée nationale qui a la possibilité de se réunir s'il le souhaite pour pouvoir déterminer s'il y a une sanction. Dans ce cas-là, elle doit être adoptée à la majorité des représentants, qui inclut donc les oppositions. Moi, je pense qu'il faut mettre un holà très fort. On l'a vu ces derniers temps à l'Assemblée avec des outrances, avec des cris parfois, des invectives, des injures. Là, ça va encore sans doute plus loin. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement de calmer tout le monde, de mettre le projet à plat, d'arrêter de faire passer le texte à marche forcée dans une procédure accélérée et d'offrir aux Français de droite, de gauche comme d'ailleurs un débat digne, posé, un débat à la hauteur des enjeux, Olivier Véran ? Alors, je ne mettrai absolument pas en corrélation ni le texte, ni la manière dont il est examiné avec ce dont on vient de parler jusqu'à présent. Parce que moi, j'ai été député pendant 10 ans, je sais ce que c'est qu'un député qui s'oppose avec fermeté, avec détermination, je sais aussi ce que c'est qu'un député qui fait de l'obstruction, mais nous découvrons là ce que c'est qu'un député qui laisse parler la haine et pas la mobilisation politique. Donc je ne mélangerai absolument pas les deux. Il y a du temps qui est donné à ce débat. Et la Première ministre l'a dit hier, nous, notre majorité, nous souhaitons qu'il y ait un vote sur ce projet de loi. Nous l'assumons, nous voulons pouvoir compter les parlementaires de la majorité et des oppositions dont nous estimons qu'ils sont majoritaires à souhaiter adopter cette réforme. On a retirer 1000 de ces amendements. Il en reste, je crois, 14 000 à examiner à peu près. Donc ils ont passé la seconde, ils n'ont pas encore mis le turbo. On a passé une semaine au Parlement, sur 2 semaines consacrées à l'examen de ce texte, à examiner l'article qui supprime les régimes spéciaux. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une majorité de parlementaires qui ont voté la suppression des régimes spéciaux. Là où le Rassemblement national et la NUPES se sont battus pour maintenir la possibilité, par exemple, pour un conducteur de bus de partir à 52 ans parce qu'il conduit des bus à Paris et pas en province. Vous pensez que le projet va passer au final ? Vous aurez Nous une majorité ? espérons, ce que nous voulons d'abord, c'est qu'il puisse être examiné de manière rigoureuse avec l'ensemble de ces articles qui sont fondamentaux pour les Français. Là, nous sommes en train de sortir de cet article qui, j'espère, sera adopté cet après-midi sur l'index senior. C'est comment nous maintenons les emplois des seniors, comment nous développons la formation professionnelle pour les seniors, comment nous faisons en sorte que les entreprises arrêtent de se séparer des seniors. Donc nous voulons que cet article soit adopté et ensuite nous voulons examiner chacun des articles de manière rigoureuse pour arriver à ce fameux article 7 qui porte sur l'âge et donc 62-64 sur la mesure d'équilibre du régime de retraite par répartition. Pendant que les députés s'écharpent, beaucoup de Français tentent de boucler leur fin de mois. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé la prolongation du coup de pouce de 100 €. C'est pour les foyers les plus modestes, une aide au carburant. Ils pourront demander cette aide jusqu'à fin mars. Est-ce qu'il est prévu une aide supplémentaire ou est-ce qu'on en reste à cette aide unique de 100 € par personne, travailleur, sous conditions de ressources par foyer ? Non, pas par foyer, par personne, pardon. Déjà, il n'y a que la moitié des Français qui peuvent bénéficier de ce virement de 100 € qui arrive sur leur compte bancaire, qui en ont fait la demande. Alors que c'est une demande qui est simple à faire sur Internet, qui prend 1 minute, on vous demande très peu d'informations, c'est déclaratif. Nous voulons atteindre les 11 millions de Français, presque 11 millions de Français qui peuvent y avoir droit à ces 100 €, et nous sommes un peu plus de 5 millions. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les 5 millions qui manquent aujourd'hui sur impôts.gouv.fr. Mais est-ce qu'il va y avoir une aide supplémentaire ? Est-ce que c'est prévu ? Alors, il y a une aide supplémentaire qui pourrait intervenir de la part de Total. Vous le savez, nous demandons de faire un effort, c'est à eux de se déterminer. Ils ont annoncé, je crois, qu'ils y réfléchissaient activement. Donc nous souhaitons qu'il puisse y avoir, en plus des dispositifs d'État qui viennent aider au pouvoir d'achat des Français, des dispositifs portés par les vendeurs de carburant. Où est-ce que vous mettez la jauge ? Parce que Patrick Pouyanné, il l'a dit dans la presse, oui, on réfléchit à quelque chose. Vous lui demandez de s'engager clairement, là, ce matin ? On lui demande depuis quelques jours. Et il vous répond quoi alors ? Parce que ça va vite en fait, s'il décide en 5 minutes, on change les prix à la pompe. Il fait face à pas mal d'enjeux de mise en application. Je ne pense pas que ça se décide en 24 heures, mais j'ai
J'ai entendu ces propos. Il a dit si le prix du carburant monte, on fera à nouveau un geste. Qu'est-ce qui vous semble Ils l'ont fait par le passé. C'est Nous quoi pensons qu'ils le feront par le futur. C'est 10 centimes, 20 centimes par litre. Qu'est-ce qui vous... On attend déjà de voir ce qu'ils proposent. Mais on veut. Ouais, on veut. Quand? Le plus vite possible. C'est quand le plus vite possible? Le plus vite possible. Cette semaine? Je ne vais pas vous poser une date sur la mise en place de la ristourne, mais vous on veut pouvez que ça mettre aille une petite vite. pression. Ça allait assez vite la dernière fois. Ben, je crois que je viens de la mettre. Au rang des mécontents, il faut ajouter aujourd'hui les médecins libéraux. Grèves et manifestations sont prévues ce mardi à l'appel de tous les syndicats de médecine. Aujourd'hui, leur consultation est à 25 €. Ils en réclament 50. Ici même, le ministre de la Santé, François Braun, était venu il y a quelques semaines. Il avait dit d'accord, on augmente la consultation, mais je veux des médecins traitant la nuit et le week-end. Au final, l'assurance maladie a proposé à ces médecins libéraux de passer la consultation de 25 € à 26,50 €. Si vous étiez concerné, vous qui êtes médecin de formation, est-ce que vous n'auriez pas l'impression qu'on se fiche un peu de votre figure, de 25 à 26,50 €? Alors, c'est pas si j'étais concerné, je suis médecin et je le resterai dans mon âme et dans mon corps. Vous n'êtes pas médecin libéral aujourd'hui, vous êtes porte-parole du gouvernement. Et je ne suis plus ministre de la Santé, François Braun est un excellent ministre et il aura l'occasion de s'exprimer. Néanmoins, vous dire que ce qui se passe dans notre pays n'est la faute ni des médecins, ni des Français. Les Français, ils veulent pouvoir accéder à un médecin quand ils en ont besoin. Et les médecins, ils veulent pouvoir répondre à la demande de leurs patients dans de bonnes conditions. Là-dessus, vous faites 100% de convaincus. Or, il se trouve qu'on manque de médecins. Et donc, ils ne sont pas assez nombreux dans notre pays. Et parce que les pouvoirs publics, pendant des décennies, ont empêché les jeunes Français de se former à la médecine en France. Le président de la République l'a supprimé, ce dispositif, en 2018. Et donc, on est en train de former la relève, et qui va arriver en grand nombre. Mais il faut un peu de temps. Et donc, il faut être capable d'innover. Ce que je constate, c'est qu'il y a des pays autour de nous dans lesquels il n'y a pas forcément plus de médecins par habitant, mais où les médecins se disent plus heureux dans leur exercice et où les patients sont parfois moins en galère. Ce sont des pays qui ont repensé une organisation qui s'appuie davantage sur la coopération avec des paramédicaux. Vous avez échappé. Passer la consultation de 25 à 26 J'y viens, c'est que c'est sérieux? Je considère que s'il y a un effort financier à faire, il faut aussi que cet effort financier il puisse aller aider au changement des pratiques, accompagner ce que nous faisons depuis plusieurs années en ayant financé des assistants médicaux, etc. par exemple. Le 1,50 € par consultation, ça fait à peu près 7 000 € par an de gains. Je vous dis juste que je considère, mais je ne vais pas parler à leur place, que l'un des grands problèmes de la médecine aujourd'hui, c'est d'abord beaucoup d'administratifs et ensuite être saturé de demandes auxquelles ils ont du mal à répondre. Donc s'appuyer davantage sur les pharmaciens, sur les infirmiers formés, sur les kinés. Ça, c'est prévu par un projet de loi qui est examiné à partir d'aujourd'hui. Exactement, c'est ce qui permet à l'étranger, aux médecins de dire qu'ils sont aujourd'hui plus heureux qu'avant. Est-ce qu'il faut pousser un peu plus cette augmentation? Est-ce qu'elle n'est pas humiliante? Honnêtement, quand vous revendiquez depuis des semaines 25 € d'augmentation qu'on propose 1,50 €, pardon d'insister, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui vous choque quand même? Non, mais les 25 € de hausse par consultation, ça représente, je crois, 7 milliards d'euros par an. Donc personne ne considère que c'est une demande. J'entends la demande des médecins comme davantage une valorisation de leur activité plus importante. Mais je dis juste que je considère, je ne vais pas parler encore une fois à leur place, c'est que même si vous augmentiez fortement la valorisation, dès lors qu'ils ne sont aujourd'hui pas assez nombreux pour répondre aux missions qui sont les leurs, et que c'est aussi ça qui leur met la tête. Demandent un peu plus que ce qui est proposé. C'est aussi ça qui leur met la tête sous l'eau. Moi, je dis, faisons en sorte de mieux valoriser ce qui vous permettra d'être plus épanoui dans votre exercice, et notamment la coopération et la continuité des soins lorsqu'elle est bien organisée. Beaucoup de ces médecins souffrent de rendez-vous pris avec des patients qui ne viennent pas sans même prévenir. Je crois qu'il y a 27 millions de rendez-vous non honorés chaque année en France. C'est un peu l'effet Doctolib en quelque sorte. Est-ce qu'il faut rendre les annulations de rendez-vous payantes? Est-ce qu'il faut y réfléchir? En tout cas, il faut réfléchir à des dispositifs qui fassent qu'à minima, quelqu'un qui ne va pas à sa consultation puisse l'anticiper pour libérer un créneau pour d'autres patients. Est-ce qu'il faut une sanction financière? Lorsque vous avez 10 ou 15% de l'agenda d'un médecin qui arrive le matin en disant qu'il va passer encore une grosse journée de travail et qu'il a 10 à 15% des patients qui ne viennent pas et qui n'ont pas annulé, je peux vous dire que je comprends que le médecin, dans sa tête, il se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc il faut réfléchir à tous les dispositifs. Y compris une sanction financière? C'est au ministre de la Santé de s'exprimer sur ce sujet, de faire des propositions. Et je sais qu'il y travaille avec l'assurance maladie et les représentants des personnels. Il est prudent le porte-parole du gouvernement ce matin. Mais non, mais je ne suis plus ministre de la Santé. Vous savez que si vous me lancez sur des sujets comme ça, je suis passionné. Vous avez une vision globale, mais je suis passionné. Mais je vous ai dit, moi je suis pour qu'on aille vers un dispositif qui, de toute façon, fasse en sorte que le temps médical disponible soit du temps utile pour les malades qui en ont besoin. L'actualité, c'est aussi le drame de la route dans lequel est impliqué Pierre Palmade, Olivier Véran. Un bébé est mort dans le ventre de sa maman. Un petit garçon de 6 ans n'est pas sûr de survivre au moment où nous nous parlons. L'enquête déterminera les circonstances exactes de ce drame. Mais on sait déjà que Pierre Palmade avait pris de la drogue. Aujourd'hui, en France, on contrôle très bien l'alcoolémie au volant. Est-ce qu'il faut durcir les contrôles de toxicomanie au volant, là encore? On réalise près de 500 000 contrôles par an de conduite sous l'emprise de stupéfiants et on a l'intention de doubler. Ce sont les objectifs qui ne datent pas d'hier. Et donc on augmente le nombre de contrôles. Pourquoi? Parce que près d'un mort sur 5 lié à un accident de la route
est en lien avec la prise de drogue, de stupéfiants. C'est 700 morts par an. 2 morts par jour sont liées à la prise de stupéfiants au volant. Et là, si vous réinterrogez le médecin, je vous expliquerai bien volontiers que la réactivité est moins bonne, il y a des gestes qui peuvent être impulsifs, des troubles de la coordination. Il faut un tour de comprend vis pourquoi. supplémentaire contre ceux qui conduisent en ayant pris de la drogue. Il y a déjà une majoration du délit pénal et des sanctions en termes d'amende et de peine de prison si vous provoquez un accident et si vous provoquez un accident mortel sous l'emprise de stupéfiants. Là, l'enjeu, c'est la prévention, la répression sur tout ce qui est trafic de drogue et davantage de contrôle. Et nous les augmentons. On les a augmentés, je crois, de près de 30% en 5 ans et nous voulons les augmenter de 50%. Olivier Véran, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une forme de tolérance un peu chic, entre guillemets, vraiment, dès que l'on parle de cocaïne dans le showbiz, dans le milieu médiatique ou même dans le milieu politique? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience culturelle à avoir? Alors, c'est vrai que la consommation, la nature du stupéfiant qui va être consommé peut dépendre, et en fonction des lieux, si vous êtes en métropole ou en ruralité, du profil social de l'usager. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une tolérance sociale, sociétale, et encore moins politique, vis-à-vis de telle ou telle drogue, sous prétexte que tel ou tel public le consomme plus favorablement. La drogue, la cocaïne, les opiacés sont des drogues extrêmement dangereuses, avec un pouvoir addictif extrêmement puissant, et qui conduisent à des drames humains qu'il nous faut éviter par tous les moyens. Dernière question concerne le foot. Demain, le rapport d'audit de la Fédération française sera remis officiellement. On sait déjà qu'il est très chargé pour Noël Le Graët. On peut y lire que compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF, Noël Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le foot français. Est-ce que le gouvernement souhaite qu'il démissionne, qu'on arrête les frais? La décision lui appartient à lui. Est-ce que vous lui demandez ce matin, partez? On va voir d'abord la publication de ce rapport d'audit que que la ministre des Sports avait demandé, avait réclamé, et je crois que à la lecture des premiers éléments, on peut se satisfaire d'avoir mis la pression déjà pour qu'il y ait cette mission d'audit et de contrôle. Et d'avoir mis la pression à l'image du pays qui soit encore là, Noël Le Graët, quand on fait de la lutte contre les violences aux femmes une priorité du quinquennat. Je suis très clair, je l'ai été déjà il y a 2 mois, je n'ai pas changé d'avis. Je pense que la place de M. Le Graët n'est plus à la tête de la Fédération française de football, clairement. Donc vous lui dites partez de vous-même. Merci beaucoup Olivier Véran d'être venu dans les 4V.